Sur le plan de la gestion intérieure, son héritage est catastrophique. Non seulement il va laisser un pays où le tribalisme et la division sont à leur paroxysme, mais où les grandes ambitions et les grandes réalisations se sont avérées être de grandes affabulations et un grand néant. La misère morale qui caractérise le Cameroun n'a d'égal que la pauvreté criarde dans laquelle se trouve la majeure partie de la population, à l'exception de la petite caste dépravée, parvenue et corrompue qui gère le pays. Un Cameroun où les prostituées sont présentées par des membres du gouvernement comme des modèles de réussite sociétale d'une jeunesse égarée, où des hommes de médias qu'il est difficile d'appeler journalistes deviennent des francs-tireurs qui utilisent leurs micros, leurs journaux, leurs antennes ou leurs claviers pour régler des comptes contre rémunération, où le droit est penché, où les forces de l'ordre sont utilisées comme moyen de répression, où les grands commis de l'État font perdurer une situation pourrie aux noseaux pour se remplir les poches, où des militaires deviennent des tueurs à gages, où des procès débutent mais ne se terminent jamais, où des voyous sont intouchables, où des fonctionnaires peuvent accumuler 53 immeubles, où les milliards détournés ne sont jamais remboursés, où les condamnés à de longues peines de prison pour détournement de milliards se baladent en ville et surveillent sereinement la construction de leur chantier le week-end. Un Cameroun où celui qui vole un régime de plantain pour nourrir sa famille a plus de chances de crever en prison que celui qui vole 180 milliards de francs CFA du fonds Covid. Tout le système occidental qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale a toujours été un système hyper violent et hyper dominateur. Il n'y a pas la notion de collaboration, de partenariat. C'est une notion de relation de maître à esclave. Tu obéis ou bien je te sanctionne. On ne dit pas que les autres sont des saints. Quand les Chinois viennent, quand les Russes viennent, quand les Turcs viennent, etc. Chacun cherche son intérêt, c'est normal. Si nous avons des problèmes, c'est parce que beaucoup de nos dirigeants sont plus intéressés à satisfaire les intérêts des autres plutôt qu'à défendre nos propres intérêts. Donc on va pas jeter toute la faute toujours sur les autres. Mais ce qui distingue l'Occident des autres, c'est que quand vous faites des affaires, si jamais ça ne marche pas, les Turcs, les Russes, les Chinois, je sais pas, les Iraniens, ils vont pas aller fomenter des coups d'État pour renverser le système et installer quelqu'un à la place qui va venir leur signer les contrats. Alors que les Occidentaux, c'est ce qu'ils font. Je vous le dis et je vous le répète encore une fois. Si nous ne sortons pas des enclos dans lesquels les Occidentaux nous ont parqués depuis trop longtemps, si nous ne claquons pas la porte du franc CFA, de la francophonie, de la Cour pénale internationale, de l'OMS, de l'accord de Paris sur le climat, de l'aide publique au développement, si nous ne nous mettons pas ensemble pour développer une vision des intérêts et des politiques communes, non pas à travers l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC, qui sont des instruments complètement gangrénés au service de l'extérieur, mais à travers de nouvelles institutions, alors les 4 prochaines années là seront les plus risquées et les plus dangereuses pour nous et signeront le retour de la colonisation violente et durable de l'Afrique. On voit tous comment, avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, les Européens n'ont même plus voix au chapitre sur les choses qui se passent chez eux. Mais vous, les dirigeants africains, vous les laissez venir décider ce qui doit se passer chez nous. Vous êtes même comment? Ils sont esclaves comme nous et vous les laissez se comporter en maîtres avec nous. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Dans le moment géopolitique actuel, l'inaction équivaut au retour à la case prison, soumission, exploitation, colonisation. Dans le moment géopolitique actuel, l'Afrique risque d'être le théâtre de la guerre par procuration que Trump va mener contre la Chine après avoir apaisé les relations États-Unis-Russie.
Dans le moment géopolitique actuel, le droit international a disparu et seule la loi du plus fort s'applique. Et c'est ensemble que nous sommes forts. En Afrique, nous avons tout ce qu'il faut, sauf les bonnes personnes aux bonnes positions et la bonne mentalité. L'AES montre de façon embryonnaire ce qu'il faut faire. Les autres, arrangez aussi vos pays. La récréation est terminée. Mettez-vous au travail tout de suite. On a mis dans la tête des Africains que élection, même truquée, égale démocratie. Je rappelle pour les paresseux du cerveau que Adolf Hitler est arrivé au pouvoir par les urnes en Allemagne. Je ne crois pas pour autant que les Occidentaux le citent en exemple chaque fois qu'ils parlent de démocratie. La France considère que pour que eux gagnent, il faut que nous perdions. Ils n'admettent pas le partenariat gagnant-gagnant que nous exigeons dorénavant. Mais ça, ils ne peuvent pas le dire. C'est pour cela que c'est cette partie qui reste occulte qui fait le tout de leur intérêt. En réalité, il n'y a pas des intérêts français, il y a un intérêt français en Afrique. Notre relation doit rester déséquilibrée. C'est ça la réponse que l'on cherche en vain depuis toutes ces années. Je répète, il n'y a pas des intérêts français, il y a un intérêt français en Afrique. Notre relation doit rester déséquilibrée. Je répète une dernière fois, il n'y a pas des intérêts français, il y a un intérêt français en Afrique. Notre relation doit rester déséquilibrée. De Gaulle l'avait dit, ils veulent pouvoir se servir librement chez nous. Librement, c'est gratuitement, sans demander la permission à personne, à volonté. Et tous ceux et celles qui dévoilent et s'attaquent à ce déséquilibre sont combattus et vilipendés avec l'énergie du désespoir par Paris. Maintenant qu'on a dit ça, pour déterminer quelle carte l'Afrique peut jouer pour s'extraire de ce magma de mort, de menaces et de déstabilisation qui l'entoure, il est important de prendre en compte le contexte géopolitique du moment. Regardons donc rapidement ce qui se passe dans le monde pour en tirer des leçons pertinentes pour nous. En Europe, on entre dans la 3e année du conflit OTAN-Russie en Ukraine. L'armée russe continue d'avancer et de conquérir une localité après l'autre dans le Donbass, qui sont des prises de guerre irrémédiablement perdues pour l'Ukraine, qui finira rétrécie et morcelée. Il y a quelques jours, les Russes ont pris le contrôle de la plus grande réserve de lithium d'Europe, avec 13,8 millions de tonnes dans le village de Sevchenko, que Zelensky avait auparavant cédé à une entreprise occidentale. La leçon que l'on peut tirer, c'est que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit nous définir ce que sont nos intérêts. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en mars 2022, un mois à peine après le déclenchement de la guerre, l'Ukraine était sur le point de conclure un accord de paix avec la Russie. Et ce sont les Occidentaux, avec l'hirsute ex-premier ministre britannique Boris Johnson en tête, qui sont venus leur dire de ne pas le signer et les encourager à aller à la guerre en leur promettant un soutien sans faille. On va vous donner des armes, on va vous donner de l'argent, mais allez sur le champ de bataille et battez-vous jusqu'au dernier Ukrainien. Sauf que par la suite, les soutiens n'ont jamais été ceux qui ont été promis. On leur envoie du matériel obsolète, vétuste ou non adapté au terrain. On prend des sanctions qui ne fonctionnent pas ou peu. Et quand Zelensky exprime ses besoins, on se moque de lui. On le fait passer pour un mendiant, quelqu'un qui fait chanter ses alliés alors qu'il leur rappelle simplement leurs promesses. Et aujourd'hui, on se dirige vers une négociation qui aura plutôt le goût d'une capitulation, à l'issue de laquelle l'Ukraine va perdre beaucoup plus que ce qu'elle aurait perdu si elle ne s'était pas détournée de l'accord qu'elle avait elle-même drafté en mars 2022. Je ne vais pas vous mentir, cela ne suscite en moi aucune sympathie pour l'Ukraine, qui est un État nazi et voyou qui soutient les terroristes au Sahel. Mais la rigueur intellectuelle m'oblige à l'évoquer. Les Européens aussi ressortent très affaiblis de cette guerre par procuration qu'ils mènent à la Russie pour le compte des Américains à l'encontre de leurs propres intérêts.
Les sanctions qu'ils ont prises contre Moscou ont eu un effet boomerang et ont mis l'économie européenne à genoux à la grande satisfaction de Washington. Il faut quand même qu'on intègre que les Européens ont accepté que les USA bombardent le gazoduc Nord Stream qui approvisionnait l'Allemagne en gaz russe bon marché sans obtenir en contrepartie des livraisons de GNL américains à bas prix. Au contraire, les USA vendent leur gaz à l'Europe beaucoup plus cher que chez eux. Résultat, des fleurons de l'industrie allemande comme Volkswagen, Bosch, ZF Friedrichshafen, Continental, Miele ferment les usines et restructurent à tour de bras. Ça se compte en centaines de milliers de licenciements. L'énergie est devenue hors de prix. Les gouvernements chutent les uns après les autres. Tout est niagami. Les seuls qui ont profité de cette guerre sont les Américains. Donc, retenons bien cette leçon. Ne jamais laisser les autres définir quels sont vos intérêts. Allons maintenant au Moyen-Orient. Beaucoup de gens ont observé avec fascination et parfois effarement la chute accélérée du régime Assad en Syrie en quelques heures le 7 décembre 2024. En Afrique, spécialement, elle a suscité beaucoup de questionnements sur la pertinence d'avoir la Russie comme allié stratégique, si c'est pour qu'elle vous laisse tomber sans lever le petit doigt quand ça chauffe, comme elle l'a prétendument fait avec Damas. Tout d'abord, il faut souligner que la Russie n'a pas trahi ou abandonné Bachar el-Assad, car c'est bel et bien à Moscou qu'il s'est repositionné avec sa famille. Mais la leçon qu'il faut retenir, c'est que ce ne sont pas les autres qui viendront faire nos guerres à notre place. La Russie n'est pas là pour nous défendre, elle est là pour nous aider à nous défendre, ce qui présuppose que nous ayons déjà nous-mêmes l'envie de nous défendre. Ce n'était pas le cas de l'armée syrienne qui, par lassitude ou par frustration envers Assad, a refusé de combattre et a capitulé en abandonnant ses positions aux terroristes sans livrer. Sur le plan de la gestion intérieure, son héritage est catastrophique. Non seulement il va laisser un pays où le tribalisme et la division sont à leur paroxysme, mais où les grandes ambitions et les grandes réalisations se sont avérées être de grandes affabulations et un grand néant. La misère morale qui caractérise le Cameroun n'a d'égal que la pauvreté criarde dans laquelle se trouve la majeure partie de la population, à l'exception de la petite caste dépravée, parvenue et corrompue qui gère le pays. Un Cameroun où les prostituées sont présentées par des membres du gouvernement comme des modèles de réussite sociétale d'une jeunesse égarée. Où des hommes de médias qu'il est difficile d'appeler journalistes deviennent des francs-tireurs qui utilisent leurs micros, leurs journaux, leurs antennes ou leurs claviers pour régler des comptes contre rémunération. Où le droit est penché, où les forces de l'ordre sont utilisées comme moyen de répression, où les grands commis de l'État font perdurer une situation pourrie aux noseaux pour se remplir les poches, où des militaires deviennent des tueurs à gages, où des procès débutent mais ne se terminent jamais, où des voyous sont intouchables, où des fonctionnaires peuvent accumuler 53 immeubles, où les milliards détournés ne sont jamais remboursés, où les condamnés à de longues peines de prison pour détournement de milliards se baladent en ville et surveillent sereinement la construction de leur chantier le week-end. Un Cameroun où celui qui vole un régime de plantain pour nourrir sa famille a plus de chances de crever en prison que celui qui vole 180 milliards de francs CFA du fonds Covid.